Il faut simplement utiliser de manière adéquate ces systèmes, se questionner toujours quand même sur un certain nombre de choses, mais si on utilise de manière adéquate, si on challenge bien, ça amène effectivement des informations assez incroyables et finalement ça nous permet de penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé, de faire des réflexions out the box, etc. etc. Donc c'est vraiment game changer si on veut bien dans le business. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Frédéric Matet, cofondateur de diverses entreprises et membre de plusieurs conseils d'administration. Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, il s'intéresse particulièrement à l'IA et c'est donc l'un des sujets principaux de cet épisode, ou de cette partie en l'occurrence. Dans cette partie 1, on aborde plusieurs thèmes comme son groupe, on parle des différentes entreprises qu'il gère et qu'il préside, de l'IA, on parle du vocabulaire, on parle de l'intelligence artificielle, de l'éthique et de la réglementation, de la crainte de l'IA, on parle de ChatGPT, il donne des conseils pour augmenter sa productivité et d'exemples concrets pour un prompt parfait et bien d'autres points. Je te souhaite un excellent épisode. Frédéric, il y a un mois environ, tu as publié le post LinkedIn suivant. Imaginez un monde où la stratégie de votre entreprise est renforcée par l'intelligence artificielle, où le marketing n'est plus une tâche laborieuse, mais un processus automatisé, efficace et centré sur vos objectifs. C'est la vision que nous avons pour les PME. L'intelligence artificielle, autrefois un rêve futuriste, est désormais à notre portée. Elle a le potentiel de transformer radicalement la façon dont nous travaillons. Pour les PME, l'IA, donc l'intelligence artificielle, peut être l'outil qui propulse votre entreprise vers de nouveaux sommets de productivité. Donc je crois que ça pose le ton de notre conversation. Mais avant qu'on débute et qu'on entre dans le vif du sujet, qui es-tu, Frédéric ? Ouais, en deux mots, qui je suis, donc Frédéric Matet, je suis une personne de 46 ans qui est finalement un parcours assez atypique. J'ai fait un apprentissage, j'ai fait un diplôme de technicien, j'ai fait ingénieur en télécommunications, j'ai fait des formations en marketing, j'ai fait également un MBA, j'ai fait différents diplômes également en gouvernance d'entreprise. Puis finalement, toutes ces expériences m'ont guidé vers l'entrepreneuriat. J'ai créé avec mon associé Alfredo Hoffman une multitude de sociétés, Athlon, Doxeris. On a repris Emblématique, on a des participations dans plein d'autres entreprises, toujours dans le domaine de l'innovation, la technologie, l'informatique, le digital. C'est vraiment ça qui nous guide, qui guide notre chemin quotidien. Et finalement, on est au service des PME et on cherche de l'innovation utile, accessible pour les PME et amener ces différents éléments aux PME. Pour les grandes sociétés, pas de problème, il y a plein de solutions à des prix relativement chers souvent, mais nous, on a vraiment cette vocation à essayer d'apporter cette technologie, ces innovations, ces ruptures aux PME avec des solutions innovantes et c'est ça qui nous guide tous les jours dans notre métier. Et tu l'as pas vraiment dit, hein, tu as parlé de gouvernance, mais tu fais partie de plusieurs conseils d'administration. Bon, il y a les entreprises que tu as citées. Moi, j'ai relevé notamment Enedis. J'habite Saint-Blaise, donc tu vois, vous êtes notre fournisseur. Où tu es dans le conseil d'administration depuis longtemps. Hein, Ouais, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je suis au conseil d'administration d'Enedis, effectivement un fournisseur distributeur d'énergie Exact, ouais. qui possède aussi d'autres sociétés, Ellie Green, Pierre Walter Électricité, Bugest. Finalement, c'est des sociétés qui sont actives dans l'énergie, mais je dirais dans l'énergie au sens large, parce que là aussi, il y a de l'innovation via la transition énergétique où la société est largement positionnée. On a mis en place des stratégies de gouvernance de croissance. Au début, il y a 10 ans, quand on a créé Enedis, j'étais déjà de la partie lors de la création. Il y avait une quinzaine de collaborateurs. Aujourd'hui, dans le groupe, c'est plus de 100 collaborateurs. Donc, on a innové, on a fait de la croissance utile à notre sens,
pour pouvoir être un acteur de la transition énergétique. Donc globalement, ceci rejoint aussi un peu ce que je fais dans ma vie d'entrepreneur où je suis actionnaire. Dans Alidis, je ne suis pas actionnaire, c'est de l'actionnariat public en l'occurrence, mais c'est d'amener des solutions aux citoyens, des solutions accessibles pour pouvoir se préparer au changement de paradigme. On a aujourd'hui plein de changements technologiques, mais également écologiques ou en tout cas climatiques, et il faut apporter des solutions. Et finalement, il faut innover et il faut qu'elles soient accessibles pour qu'on puisse réussir ces différentes transitions. Donc ça guide et je dirais que ça fait le trait d'union entre ces deux mondes. Mhm. Et effectivement, il y a aujourd'hui, mais en fait depuis quelques mois, vraiment un changement majeur où on va dire c'est la pointe de l'iceberg qu'on commence à voir, hein, c'est les LLM, donc Large Language Models, dont on parlera. Et pour faire cette transition, donc tu as cité quelques entreprises, on a parlé d'Elidis. Et IFMD Conseil, parle-moi un peu de IFMD Conseil. Ouais, IFMD Conseil, finalement, c'est une société globalement de conseil qui fait de la gouvernance d'entreprise, donc bien sûr qui peut conseiller des entreprises. Elle gère mes affaires privées également, puis finalement, elle recherche et elle surfe sur finalement des possibles innovations futures, donc ça permet finalement de réfléchir dans un milieu assez confiné à des innovations, comme par exemple l'intelligence artificielle. Et une fois que l'idée est bien développée, qu'on l'a peut-être testée un tout petit peu sur le marché, à ce moment-là, on peut sortir l'idée et créer une société à part entière et développer la société à part entière. Donc finalement, on fait un petit peu ce rôle de bac à sable où on essaye des choses, puis si effectivement il y a du potentiel, après on externalise, on crée une société anonyme par exemple, on la dote des bons actionnaires principalement, on passe par MEH Athlon Service qui est une des finalement la société qui gère notre groupe à Alfredo Hoffman et moi-même, et globalement après on développe, on met les bonnes personnes au bon endroit, les financements qui vont bien, et on active les leviers de croissance. Quand tu dis c'est une entreprise qui gère tes affaires privées, donc c'est justement ce bac à sable dont tu parles? Oui, puis quelques affaires immobilières, puis Ok. quelques autres petites affaires annexes. Ok, d'accord. Et le groupe, donc MEH Athlon Service, Athlon, Athlon, comme Athlon, tu c'est veux, mais égal. Athlon plutôt. Ouais, ok. Comme je veux, mais Ouais. Athlon. Euh, Vous êtes combien dans le groupe? Dans le groupe, on est une septantaine de personnes, donc ça reste un petit groupe. Vision relativement familiale du fait qu'on est avec Alfredo, on est des amis en l'occurrence, et on partage une vision. Notre vision, elle est vraiment commune, puis on a cette volonté de développer notre groupe, mais tout en étant proche de nos différents collaborateurs avec qui on travaille au jour le jour pour pouvoir développer les différentes affaires de Athlon, de Dog Series, d'emblématiques, etc., etc. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir collaborer avec toutes nos équipes. Lui chapeaute plutôt les volets techniques et projets. Donc le côté typiquement tout ce qui est sur Dog Series, on fait de la gestion électronique de documents, il y a aussi de l'intelligence artificielle, il y a toutes ces choses-là intégrées dans ces différents produits. C'est plutôt lui qui va gérer tout le pôle d'innovation, de développement sur ces différents sujets-là. Sur la partie Athlon, toute la partie technologie, il va également gérer ceci. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie finalement commercial, business développement, réflexion un peu plus générale. Puis après, lui, quand il faut industrialiser les choses, passer à l'échelle d'entreprise et développer les choses, c'est lui qui prend les choses au niveau technologique avec les processus qu'on a en place et sur lesquels on a déjà industrialisé plusieurs entreprises dans le domaine technologique. Et je t'ai demandé de me parler de IFMD Conseil parce que j'ai trouvé en fait cette entreprise par le biais de Innovatim. Oui, Innovatim, finalement, c'est un projet effectivement
qu'on lance et sur lequel on réfléchit, qui est basé sur de l'intelligence artificielle. Et finalement, c'est ça qui va driver une réflexion plus large sur comment apporter l'intelligence artificielle aux PME. Et Innovateam, finalement, est une marque qu'on incube dans IFMD et qui va être autonomisée plus tard, dans quelques mois. Ça ne va pas être dans des années, c'est une histoire de quelques mois. Et ce projet, finalement, qui nous tient à cœur, c'est de l'intelligence artificielle, mais relativement accessible. Ça veut dire, comme tu l'as dit, des choses comme ChatGPT, comme OpenAI, mais comme d'autres qui existent et qu'on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais surtout, après, ce n'est pas que cette partie-là où il y a l'interface que tout le monde connaît depuis des mois. On joue avec cette interface pour pouvoir mettre des bons prompts et avoir des bonnes réponses. Ça va bien au-delà de ça. Globalement, derrière, il y a une API, pour parler un petit peu technique, c'est-à-dire qu'il y a une couche où on va pouvoir l'attaquer par du développement informatique. Et Innovateam a la capacité et la volonté de faire ce qu'on appelle du no-code, c'est-à-dire qu'il y a aussi des outils qui permettent d'attaquer des API sans code et globalement d'interconnecter un certain nombre de choses. Par exemple, on va pouvoir analyser un texte qui arrive ou un mail qui arrive. On va pouvoir extraire un certain nombre d'informations puis apporter une réponse de manière automatique ou classifier de manière automatique. C'est des choses qui se font relativement facilement. On va pouvoir aller chercher des points d'entrée, par exemple sur Internet, qui peuvent être des news ou je ne sais quoi. Puis globalement, on récupère ça de manière complètement automatique. On le fait intégrer dans une intelligence artificielle via l'API OpenAI. Puis globalement, on peut avoir une réponse qui peut être un article thématisé, qui peut être une information qu'on déploie dans une entreprise sur un intranet ou je ne sais quoi. Donc globalement, on a cette capacité-là. On a aussi cette capacité finalement de récupérer de l'information qui vient par exemple d'une piste audio. On va faire un enregistrement, puis globalement, on va pouvoir analyser par exemple le caractère, les sentiments de la personne qu'on a en face par rapport à ce qu'il a dit, savoir son taux de fidélité aux réponses qu'on y apporte, etc., etc. Donc on peut faire ce genre de choses de manière complètement automatisée. C'est des choses qui existent. On va pouvoir, lors d'une visioconférence, par exemple, discuter, dialoguer, enregistrer, transcrire, traduire, résumer, puis reproduire soit un audio, soit un texte résumé. Donc toutes ces choses-là, finalement, Innovateam va réussir à faire ce genre de choses, à apporter des solutions aux PME sur ces différents éléments. Mais en plus de ça, bien sûr, développer également tout un volet formation et accompagnement des entreprises sur des choses plus simples, comme par exemple ChatGPT, pour pouvoir l'utiliser de manière pratique, utile et productive. Avec ce type d'outils, si on l'utilise bien dans des métiers comme le marketing, comme la vente, comme les ressources humaines, comme le service peut-être juridique, etc., on va pouvoir gagner entre 20 et 30% sans mettre plus d'automatisme en place. C'est-à-dire, on prend un abonnement payant chez ChatGPT, c'est pas très cher, environ $20 par mois. Puis après, on se forme pour pouvoir avoir des prompts de qualité, pour pouvoir contextualiser les choses. Et finalement, on va pouvoir gagner 20, 25, 30% de productivité en fonction de ce qu'on fait. Bien évidemment, il y a des questions après éthiques et plein de choses qui peuvent se poser là derrière. On apporte ce type de réponse, mais vraiment, on a la volonté de pouvoir s'adresser à monsieur tout le monde, finalement, en disant, il y a des solutions qui sont simples, il n'y a pas besoin de mettre en place de l'ingénierie extrêmement compliquée. Et avec cet outil qui est Innovateam, on va pouvoir apporter des réponses aux entreprises. J'écris des trucs, c'est pour me rappeler de thématiques. Ouais, j'ai été un peu long. Non, non, c'est très bien. Tu as abordé plusieurs thématiques dont j'aimerais qu'on parle. Moi j'ai parlé des LLM. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est les LLM, cette IA générative ? Ouais, finalement, l'IA générative,
ça change le monde. Depuis quelques mois, depuis fin de l'année passée, ça a finalement changé le monde. On a tous découvert ce qui était ChatGPT, ou en tout cas, beaucoup de personnes l'ont découvert. Et finalement, qu'est-ce que c'est? On va rédiger un certain nombre de choses, ou poser un certain nombre de questions, puis finalement, il va nous répondre de manière simple ou de manière plus élaborée. Mais finalement, comment ça se passe? C'est qu'il va commencer à rédiger, puis finalement, il va faire de manière statistique en fonction de tout l'apprentissage qu'il a eu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces systèmes, on leur donne des données, toutes les données qui sont sur Internet, ou une partie des données qui sont sur Internet, on leur donne toutes ces informations pour qu'ils puissent apprendre, parce que, a priori, si on leur donne rien comme données, ils ne peuvent rien répondre, ils sont a priori pas très intelligents. Et finalement, via toutes ces données qu'on leur apprend, on va pouvoir leur poser un certain nombre de questions, et ils vont pouvoir commencer à répondre, puis de manière statistique, via des probabilités, ils vont parier toujours sur le mot suivant pour pouvoir construire une réponse adaptée. Ce qui permet finalement d'avoir 2 fois la même question et avoir 2 fois des réponses qui sont souvent pas diamétralement différentes, mais finalement qui n'ont pas exactement les mêmes mots, et l'architecture grammaticale, elle peut être un petit peu différente avec la même question qui est posée, parce que finalement, c'est simplement une question de statistique et de probabilité sur le mot suivant. Donc voilà, mais voilà comment c'est construit. Après, finalement, la qualité de la réponse, on l'entend souvent, les réponses, elles ne sont pas qualitatives, c'est pas sans poser des problèmes, il sait pas répondre à ça, il n'est pas fort, etc. Bien évidemment, il n'est pas parfait, mais l'être humain n'est non plus pas parfait, donc globalement, j'ai quand même tendance à dire que si on lui pose les bonnes questions, si on construit de manière correcte les questions, donc il y a des stratégies et finalement des guides pour pouvoir poser les bonnes questions, contextualiser les choses de manière correcte, afin qu'il puisse apporter une réponse précise, qu'il puisse répondre qu'il ne sait pas s'il ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de critiques, s'il ne sait pas, il invente, mais si on interroge de manière correcte et qu'on lui dit de manière correcte que s'il ne sait pas, qu'il doit le dire qu'il ne sait pas, il va aussi pouvoir apporter ce genre d'éléments. Puis finalement, ça permet, moi je trouve, d'apporter vraiment un outil à la place, un outil qui va aider l'humain à être meilleur dans son travail. Faut pas dire ça va remplacer l'humain, moi j'y crois pas, en tout cas pas en l'état finalement, mais par contre, ça va remplacer les humains qui n'utilisent pas l'IA. Donc globalement, un humain qui utilise l'IA au quotidien va pouvoir remplacer quelqu'un qui n'utilise pas du tout l'IA, parce que c'est un outil qui est précieux, qui permet, comme un assistant, de challenger un certain nombre d'idées. On peut lui poser des questions, on peut challenger les choses. Après, il ne faut pas prendre pour argent comptant la réponse telle qu'elle. Il ne faut pas hésiter à demander des précisions, à challenger, à faire toutes ces choses-là pour avoir du qualitatif et avoir quelque chose qui est convenable et qui est meilleur que si on l'avait fait nous-mêmes, et qui est plus rapide que si on l'avait fait nous-mêmes. Ouais, et moi j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis par rapport à que certaines personnes disent qu'il est pas très intelligent, entre guillemets. J'ai entendu 2 personnes, dont Mo Gaudat, qui est le directeur commercial de Google X, donc Google X qui concentre ses travaux sur des innovations et des ruptures en lien avec la robotique et l'IA, où lui et Laurent Alexandre, dont je te parlais avant en off, qui est un entrepreneur, haut fonctionnaire, chirurgien français, qui est aujourd'hui, on va dire, un spécialiste en IA, ou en tout cas il en parle beaucoup depuis des années. Et les deux ont sorti ce chiffre, apparemment ChatGPT aurait un QI de 155. D'accord, tu m'apprends, j'avais pas vu Ouais. ce chiffre. Ouais. Et donc tu vois, 155 GPT-4, Oui, pas le oui. 3.5. Évidemment. Là on est en septembre, juste au cas où il y a des personnes qui l'écoutent en décembre, parce que ça évolue tellement rapidement. Juste pour mettre en perspective, Albert Einstein avait 160 de QI. Donc
donc aujourd'hui, GPT-4 est plus intelligent que la majorité des personnes. Oui, mais là aussi, je pense que c'est toujours des éléments à relativiser parce qu'on est sur des intelligences artificielles qui sont malgré tout étroites, ça veut dire qu'ils ne sont pas générales, donc elles sont bonnes pour générer du texte, pour générer des réponses, mais par contre, ben, elles ne sont pas dotées d'une intelligence artificielle dite large, avec des systèmes de vision, avec plein d'autres éléments, et elles ont une capacité très forte en génératif, pour autant qu'on prompte de manière correcte, c'est-à-dire Mhm. le prompt, c'est la manière de lui poser des questions avec les bons paramètres, avec un certain nombre d'éléments, et effectivement, on arrive à avoir ben, des éléments qui, moi, je trouve, sont bluffants, mais c'est vrai que si on lui demande, rédige-moi un mail pour présenter... prenons un exemple de mon business, une gestion électronique de documents, bah, ça ne sera pas bon. Il faut amener beaucoup plus de contexte pour que ça soit bon. Et si on amène du contexte, il générera des choses incroyables. Si on lui demande des études scientifiques en fonction d'un modèle donné scientifique, etc., il va connaître ce modèle et il va pouvoir développer sur ce modèle. La même chose au niveau du marketing, si on lui demande de présenter quelque chose selon un modèle ou selon l'avis d'une personne, il va prendre le rôle de cette personne, de Steve Jobs, de Elon Musk, etc. Et il va pouvoir développer une vision, une idée, ce qui nous permettra finalement d'avoir des angles de vue complètement différents et nous amener sur des chemins qu'on ne serait pas allé les explorer, ces chemins-là. Donc finalement, ça augmente l'intelligence de l'homme et c'est là-dessus qu'il faut retenir ça. Il ne faut pas aller je dirais, il ne faut pas freiner. Il faut simplement utiliser de manière adéquate ces systèmes, se questionner toujours quand même sur un certain nombre de choses, mais si on utilise de manière adéquate, si on challenge bien, ça amène effectivement des informations assez incroyables et finalement ça nous permet de penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé, de faire des réflexions out the box, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment, ouais, de vraiment un game changer, si on veut bien, dans le business, hein. Mhm. Par rapport au fait que ce soit de l'IA générative, donc disons basique entre guillemets, hein, quand je dis basique, donc justement ChatGPT n'est pas basique, il peut faire des choses incroyables, il aide, comme tu disais, que ce soit pour la rédaction, mais il y a, d'ailleurs j'ai tiré quelques points dont on va parler plus tard, mais euh, par rapport à l'intelligence, bon, on pourrait peut-être trouver un autre mot que l'intelligence, mais il y a eu, je ne sais pas si tu as vu, et j'ai pas encore regardé le film, mais je vais le regarder parce que ça m'intéresse. Tu sais, Google DeepMind on crée AlphaGo. AlphaGo Mm. qui est une IA qui a été entraîné pour jouer au jeu de table Go, hein, voilà, et il a battu le champion du monde avec une stratégie qui n'avait jamais été faite auparavant. Quand AlphaGo, donc cette IA, jouait et débutait cette stratégie, le commentateur qui était un pro de ce jeu de table, disait ah là il est en train de faire n'importe quoi, il se trompe et, et finalement il a battu le champion du monde, donc il a effectué un jeu, une stratégie euh, que personne ne s'attendait et personne n'avait anticipé ni compris. Donc en fait, t'as parlé je crois que tu as parlé d'entraînement, hein. Donc les LLM, on va les entraîner, on va leur donner des données et puis poser des questions avec des réponses, etc. pour qu'ils puissent justement après interagir. Et donc là, AlphaGo, finalement, il a réagi d'une façon où on pourrait prendre l'analogie avec un enfant où concrètement, tu éduques ton enfant, tu lui apprends des choses et après, à 18 ans, disons, pour donner un âge, après, c'est lui qui va commencer à créer des choses par lui-même. Et toi, en tant que père ou mère ou peu importe, en fait, tu lui as jamais appris ça, mais il l'a appris lui-même. Et, et ça, je trouve fou. Je trouve fou parce que là, on est. Alors, apparemment. Enfin, nous enfin, je dis nous, madame et monsieur tout le monde, on s'aperçoit de ça aujourd'hui.
ça fait des années hein, qu'on travaille dessus. L'IA, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est ChatGPT, mais en vrai, que ce soit Google, tous les réseaux sociaux, les TripAdvisor, dans les voitures intelligentes, etc., il y a de l'IA là-dedans. Je crois qu'on n'enregistrait pas encore quand tu disais que pour la JET, ben, c'est de l'IA aussi. Voilà, le logiciel doit interagir et comprendre qu'il va mettre des documents dans certains dossiers, etc. Mais donc, on est dans un début. Et moi, j'ai noté des points. Tu as parlé de l'éthique. Et puis, dans les documents, donc, je reviens un petit peu en arrière. Et l'extrait que j'ai lu quand j'ai commencé, ce post LinkedIn que tu as publié. En fait, tu invitais les gens parce que justement, via Innovateam, vous avez créé 3 documents. En tout cas, c'est les 3 derniers que moi j'ai lus. Un où c'était plus orienté marketing slash prompt. Donc prompt, tu en as parlé, hein, c'est ces fameuses phrases ou demandes de requêtes qu'on va faire dans ChatGPT. Tu parles aussi de l'IA pour les PME, enfin vous, hein. Ouais. Et puis l'autre c'est marketing. Et dans un des 3, bah, je pense que c'est où tu parles de l'IA pour les PME, là il y a la partie éthique aussi. Mhm. Donc l'éthique aujourd'hui, enfin aujourd'hui et tout le temps, mais là il y a la nouvelle loi sur la protection des données qui est entrée en vigueur le 1er septembre, il y a quelques jours. Maintenant il y a l'IA qui entre en force, donc on va encore plus parler d'éthique, de réglementation. Euh, pour toi, comment est-ce que devrait se positionner, parlons de la Suisse ou du canton de Neuchâtel, mais je pense que c'est plus national que cantonal, c'est même global, mais voilà, l'éthique dans tout ça, les réglementations. Toi, en plus, on ne l'a pas dit, mais tu as fait de la politique aussi, donc... Ouais, il y a plusieurs éléments là-dessus. Finalement, euh, le premier élément, si on parle règlement, loi, etc. Ce qui est important quand il y a des innovations, il ne faut pas se précipiter et réglementer et légiférer à tout va. Je pense que globalement, aujourd'hui, il y a une innovation qui est arrivée, il y a de l'intelligence artificielle qui est présentée de manière un peu différente qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, où il y a de l'IA qui existait déjà, hein, qu'on utilisait de manière différente, avec du machine learning, avec différentes choses. Mais globalement, aujourd'hui, c'est pas parce que l'IA frappe à la porte de monsieur et madame tout le monde qu'il faut courir et légiférer. Il y a un certain nombre de lois qui existent déjà en Suisse qui protègent monsieur et madame tout le monde et il faut utiliser ce qui existe et l'arsenal législatif qui existe aujourd'hui et pas créer comme l'Europe souhaite créer des lois à tout va pour verrouiller les choses sans avoir du recul nécessaire. Donc laissons un peu vivre cette IA, puis finalement, regardons si les textes de loi en Suisse continuent d'être formulés de manière suffisamment générale, hein, ce qui est généralement le cas en Suisse, pour pouvoir répondre aux contraintes, aux enjeux de l'IA. Euh, le risque de surréglementer comme l'Europe le fait, c'est que finalement, ils vont réglementer, les Américains, les Chinois vont pas réglementer, puis finalement, comme c'est trop réglementé, l'innovation ne pourra pas avoir lieu dans ces pays-là. Donc, j'aurais tendance à dire, essayons plutôt de dialoguer avec les entreprises, essayons de favoriser les entreprises et de guider les entreprises dans l'innovation en Suisse, puis finalement, on adaptera s'il faut adapter dans quelques temps. Il n'y a pas urgence en la matière de légiférer. Il y a des éléments qui sont au-delà de la loi, finalement, qui est l'éthique, et finalement, il faut faire les choses avec éthique, hein, de manière générale, qu'on fasse des affaires, il faut faire des affaires avec éthique, il faut faire de la technologie avec éthique, etc. Et il faut utiliser l'intelligence artificielle de manière éthique. Donc, il faut être conscient aussi d'un certain nombre d'éléments, c'est qu'aujourd'hui, les entraînements de ces IA ne sont pas parfaits, parce que les données, elles sont plutôt européennes, américaines, ces IA sont plutôt entraînées malgré tout par des hommes, etc., etc. Donc on n'est pas dans l'absence de biais de ces IA.
Certes, il y en a de moins en moins parce que les données sont de plus en plus qualitatives, mais il est possible qu'il y ait des biais là-dessus. Donc là, c'est important quand on fait un certain nombre de traitements de vérifier finalement la qualité des réponses. Et si on fait ses propres entraînements, ce qui est possible aussi avec l'API OpenAI, on peut faire ses propres entraînements, il faut lui donner des données qui soient propres et qui soient finalement responsables et éthiques. Et finalement, on a le devoir d'être responsable dans l'utilisation des choses qu'on fait. Donc, il faut utiliser l'IA pour des choses qui sont autorisées et finalement pas pour faire des choses illégales. Donc là, il en va de la responsabilité de chacun, mais globalement, la loi suisse réprimande si on fait des choses illégales, que ce soit avec l'IA ou avec d'autres choses, on est condamné. La loi sur la protection des données, c'est un sujet assez intéressant qui est entré le 1er septembre 2023, donc il y a 5 jours. J'ai d'ailleurs publié il y a 2 jours, je crois, sur LinkedIn sur ce sujet-là. En l'occurrence, on peut effectivement le voir comme finalement un cadre qui restreint un certain nombre de choses. On peut aussi y réfléchir en se disant finalement, c'est aussi une opportunité de faire les choses justes et de réfléchir quand on développe du logiciel à les faire directement compatibles avec les éléments légaux pour ne pas devoir réglementer puis finalement mettre un cadre ou mettre des choses autour pour pouvoir répondre à ce cadre réglementaire. Il y a des éléments qui touchent l'IA, typiquement sur les traitements automatisés. Donc, cette nouvelle LPD, loi sur la protection des données, dit que finalement, il peut y avoir des traitements automatisés, mais il faut que ça soit transparent. Donc, il faut que ça soit explicitement dit. Puis, si une personne ne veut pas être soumis à du traitement automatisé, que ça peut être dans des demandes de crédit, ça peut être dans différents sujets, il va pouvoir être traité de manière humaine, c'est-à-dire de manière manuelle par un humain. Ça ne veut pas dire que le résultat sera différent, ça veut dire que le process, il peut être humanisé et il doit l'être s'il y a une demande explicite qu'il le soit. Donc cette nouvelle loi sur la protection des données amène en tout cas un certain nombre d'éléments liés à de la transparence. On doit aussi être transparent avec la sous-traitance, avec qu'est-ce qu'on fait des données, où elles sont stockées, etc. etc. Donc globalement, c'est plutôt une chose assez positive là derrière. Puis finalement, si on fait bien les choses, globalement, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Et souvent, les entreprises en Suisse avaient déjà eu un œil très très attentif sur un cousin de la LPD, qui est la RGPD, donc le Règlement général de protection des données, qui est le pendant européen, qui a quelques nuances. Il y a quand même quelques nuances entre ces deux textes de loi, mais finalement, en Suisse, on avait quand même été relativement attentif à ce texte de loi européen qui est entré il y a déjà quelques années. Puis finalement, je dirais que c'est, même si on en parle beaucoup de la nouvelle LPD, finalement, c'est juste, c'est un effet d'annonce, c'est quelques ajustements, il faut être attentif, mais ce n'est pas non plus une révolution et un changement complet de paradigme. Et donc tu dis qu'il ne faut pas trop réglementer pour justement ne pas stopper les innovations et puis ce qui en découle. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui on réglemente à fond en Suisse par rapport à l'IA, c'est qu'on va, on va perdre de la vitesse parce que hors Suisse, tu as cité les États-Unis, l'Europe, en tout cas les États-Unis, mais la Chine aussi, ils sont à fond. Les LLM, l'IA, ça va venir de plus en plus. Il y a des spécialistes que j'ai cités un peu avant, mais il y en a d'autres qui disent que la marche arrière n'est plus possible. Maintenant, c'est parti. Là, en fait, ma question, la question que je vais te poser, c'est est-ce que ça te fait peur, cette révolution? Et je te pose cette question parce que là, par rapport enfin, notre discussion, là, notre conversation, je trouve que c'est plus positif. Tu parles de productivité, ça va nous aider.
tu parles d'éthique, encore une fois, d'une façon positive. Euh, Parce que oui, on est censé tous avoir cette éthique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et, et j'ai entendu, je sais plus, c'était un homme, un gars de la NASA qui ouais, j'ai plus la référence, mais qui disait que c'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité où on a un outil euh, type euh, bombe atomique qui arrive à créer une bombe atomique. Donc tu vois, donc l'IA qui aujourd'hui peut créer sa propre IA. Ça jusqu'à maintenant, c'était jamais arrivé. On parle vraiment d'une nouvelle révolution comme quand il y a eu l'iPhone qui est sorti. Pourquoi l'iPhone? Enfin, pourquoi je parle de l'iPhone? Parce que finalement, avant l'iPhone, il y avait déjà des smartphones, mais tout le monde s'en foutait. Là, c'est pareil. Hein, ChatGPT, avant ChatGPT, comme on l'a dit, l'IA existait. On l'utilisait via les réseaux sociaux et autres. Mais maintenant qu'il y a ChatGPT qui est dehors, maintenant, il y a tout le monde qu'on parle, tout le monde qui devient des pseudo-spécialistes et autres. Et donc moi, dans les recherches que j'ai faites, les podcasts que j'ai écoutés, il y a quand même une partie de crainte. Il y a de l'enthousiasme, mais il y a aussi une crainte où jusqu'où est-ce qu'on va aller. Là, il y a justement le fondateur, le cofondateur de Google DeepMind, où lui il dit en 2050, selon lui, hein, il y aura des robots, c'est sûr, en 2050, mais pas le petit robot qui vient qui passe pour servir des sushis, vraiment des... je sais pas, moi j'imagine le truc comme iRobot, tu sais, le film de Will Smith. Ouais. Et, et donc, toi aujourd'hui, donc je t'entends, tu es plus positif, sur tes posts, c'est quand même plus du positif, tu vas aider, enfin vous allez aider les PME. Est-ce que tu as peur de quelque chose ou pas du tout? Moi, je suis pas d'un naturel d'avoir peur, donc non, j'ai pas peur. Pour rebondir sur deux, trois éléments, euh, sur les robots, Elon Musk a dit qu'il n'était pas certain qu'en 2050, Tesla, son chiffre d'affaires, le gros de son chiffre d'affaires serait lié à de la voiture, ça serait peut-être lié à du robot. Donc voilà, donc il y a quand même des éléments qui font croire qu'effectivement la révolution est en marche et on ne peut pas revenir en arrière. Après, la notion de peur d'IA, peur de la technologie et toutes ces choses-là, euh, finalement, on pourrait renverser la question, est-ce que l'humanité nous fait peur? Parce que est-ce que ces robots ou cette IA n'est pas le reflet de l'humanité? On peut philosopher assez longuement sur le sujet, mais globalement, le monde n'est pas fait que de bonnes personnes bien intentionnées. IA ou pas, il y a des personnes qui veulent renverser l'ordre établi, qui veulent créer de la guerre, qui veulent du pouvoir, qui veulent renverser un certain nombre de choses, etc., etc. Puis finalement, est-ce que l'IA n'est pas juste le reflet de notre humanité? On peut largement en discuter. Moi, j'essaie toujours effectivement de rester positif en pensant que bien évidemment, ça peut être utilisé à mauvais escient. Tu as cité la bombe nucléaire qui peut être aussi utilisée à mauvais escient. Ces innovations ont pu aussi amener du positif dans certains cas dans l'humanité, etc. Et moi, je suis plutôt à me dire, finalement, elle est là, cette technologie, elle est là, qu'on le veuille ou non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour en tirer profit, pour en tirer des avantages, pour en tirer du bénéfique, pour en faire des choses positives, etc. etc. Donc globalement, je crois que la question à dire ça fait peur, il faut tout arrêter, ben, si on décide de ceci, nous tout seuls dans notre coin en Suisse, finalement, ça ne changerait rien. Il y C'est en a sûr. d'autres qui vont l'utiliser, il y en a d'autres qui vont faire ces choses-là. Donc, vaut mieux se dire, ok, elle est là, il y a plein de points positifs, il y a peut-être des points négatifs, il faudra voir comment on peut les adresser avec le temps, ces points négatifs. Et finalement, euh, bien sûr, il y a le fait
que ça fait un peu peur parce que c'est une boîte noire, on ne sait pas exactement comment ça se passe. On parle d'intelligence, donc on se dit c'est comme le cerveau humain, c'est des humains, ils vont nous remplacer, ils vont tuer la race humaine, puis ça sera que des robots sur notre planète, etc. On peut imaginer toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, Terminator. ouais, aujourd'hui, on n'en est clairement pas encore là, et peut-être qu'on n'en sera jamais là, en tout cas, je l'espère. Et je pense qu'on a plutôt à tirer pas mal d'avantages de ceci, et il faut vraiment qu'on en tire des avantages, qu'on forme nos PME, même les petites entreprises à 3, 4, 2 personnes, etc. Il faut qu'ils utilisent ceci, ils vont gagner beaucoup de temps, ils vont gagner du confort d'utilisation, ils vont gagner pour tout leur travail quotidien administratif où ils perdent beaucoup de temps, où ça les amuse pas trop, etc. Ils vont pouvoir se faire aider, produire plus rapidement ce genre de choses et se concentrer sur des choses qui ont plus de valeur, que ce soit dans leur travail ou même dans leur temps libre. Ils se libèrent du temps, après ils en font ce qu'ils veulent. Donc il faut plutôt voir ce côté-là, focaliser là-dessus, puis finalement, c'est le rôle qu'on veut se donner avec des formations, avec de l'accompagnement, avec des choses accessibles et utiles pour les PME, que ce soit la PME de 2 ou 3 personnes ou que ce soit la PME de 100 ou 200 personnes. Finalement, on a, on veut se donner cette mission-là de rendre cette technologie digérable, accessible, utilisable facilement par tout le monde dans les prochains mois et les prochaines années. Est-ce que tu penses que c'est urgent d'apprendre à ce Oui, sujet? ouais, moi je pense que c'est urgent d'apprendre. On peut toujours jouer l'horloge. Moi je l'ai vu dans d'autres métiers. Je suis dans le digital depuis des années. Dans des métiers, ils ont joué l'horloge. Mais souvent ceux qui ont joué trop longtemps l'horloge, ils sont plus là. Les entreprises, en tout cas, sont plus là pour en parler. Il y en a même qui n'avaient pas joué l'horloge, qui avaient innové, mais qui ont mis les brevets de côté et qui n'ont pas voulu y croire. On peut citer le cas Kodak, Mhm. qui est un cas assez marquant, leader du marché, à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de manière récurrente. Ils avaient toute la technologie, toutes les idées pour passer au digital, mais finalement ça les embêtait parce qu'ils avaient un modèle économique hyper rentable, puis ils ont voulu jouer l'horloge, puis finalement ça leur a coûté. Et voilà, donc ça c'est un exemple, mais c'est pour vraiment dire que il est important de prendre la mesure de cette transformation-là, puis finalement de prendre les éléments simples, hein. Comme je dis, pour une petite entreprise de 2 ou 3 personnes, c'est peut-être juste se former pour pouvoir se faciliter la vie au niveau administratif, dans les rédactions d'offres, dans les rédactions de documents, dans des rapports, dans différentes choses qui doivent être faites. Finalement, ça sera fait plus rapidement, le texte il sera de meilleure qualité, pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire, un français parfait, etc. On veut écrire en plusieurs langues, on le fait. Donc finalement, c'est une vraie aide même pour je dirais des besoins quotidiens relativement simples. Après, si on veut faire du marketing, un texte publicitaire, on va pouvoir le faire même si on n'a pas fait d'études en marketing. Si on prompte de manière correcte, on va pouvoir analyser un certain nombre de documents. On reçoit un document de 25 pages, ça nous embête de le lire, on le passe, on lui demande un résumé, de nous citer les 10 points clés absolument à savoir sur ce texte, etc. Globalement, ça va nous faciliter la vie et pas besoin de lire toutes ces choses-là. Donc on voit que finalement les gains, et c'est que quelques exemples, je pourrais en parler des heures et des heures, mais c'est quelques exemples qui permettent de gagner un temps précieux et finalement avec si on prend ChatGPT aujourd'hui, mais ce sera peut-être un autre outil demain, il y en a d'autres. Aujourd'hui, finalement, c'est le leader du marché, c'est le premier à avoir sorti un produit génératif tout public que tout le monde a adopté. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont testé, il y en a qui ont abandonné, il y en a qui ne prennent pas de manière correcte, mais Mhm. finalement, ils sont finalement les premiers à avoir sorti un bon produit et derrière les autres rament. Google a sorti des choses, mais Bard, ouais. c'est un petit peu quand même moins bon que GPT-4, hein. Moi, je parle de la version payante de Oui, oui. 4. C'est moins bon. Claude 2, qui est aussi... on en parle un petit peu dans les médias.
qui offre quelques avantages. Claude 2 de qui? C'est qui? C'est une société aussi américaine qui a développé ça, qui est spécialiste aussi dans l'IA génératif. Et leur avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre beaucoup de données, c'est-à-dire l'équivalent de 50 ou 60 pages, ce qu'on ne peut pas mettre dans le ChatGPT. Puis finalement, il va pouvoir faire du résumé, faire un certain nombre de choses. Il est quasiment au niveau de 3.5, de ChatGPT 3.5, mais pas au niveau de 4. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un outil, c'est l'outil qu'il faut avoir, mais peut-être demain, il y en aura d'autres. On ne peut pas prévoir. Donc ChatGPT, tu dis? Oui, tout à fait. Ouais. On ne peut pas savoir demain parce que ça va vite. Tu le sais, comme moi, chaque semaine, il y a des nouvelles annonces, il y a des nouvelles choses, il faut se tenir informé. Ouais, puis même dans ChatGPT, tu as de nouvelles extensions chaque fois, c'est fou, ça avance très rapidement. Oui, il y a des extensions, il y a des plugins, il y a des éléments qui permettent maintenant de mettre des fichiers à disposition, de demander qu'on analyse des fichiers. Par exemple, fichier Excel, on va pouvoir le nettoyer, on va pouvoir sortir des graphes, on va pouvoir faire de l'analyse de données, etc. Ces choses-là, c'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui que ça se passe. On va pouvoir avoir des pré-instructions, on va pouvoir avoir plein de choses qui existent. Puis aujourd'hui, c'est à portée de main des PME et je pense qu'effectivement, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller, c'est aujourd'hui qu'il faut se former. Bien sûr, il y a plein de tutos sur YouTube, etc. On peut regarder, on peut s'auto-former. Ou on peut aussi faire appel, il y en a d'autres, il n'y a pas que nous qui sommes spécialistes du sujet, mais nous, on peut aussi apporter ces éléments, soit avec des formations génériques, soit avec des formations ciblées sur un métier, sur un besoin, RH, marketing, agence digitale, etc. Il y a finalement, il y en a pour tout le monde, c'est des approches un petit peu différentes, il faut avoir quelques connaissances quand même en fonction des différentes approches, mais après quelques heures de formation, finalement, on ne revient plus en arrière. Ouais, c'est sûr. Et juste peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, donc ChatGPT, comment ça fonctionne, donc c'est le logiciel d'OpenAI ou l'un des logiciels, je ne sais pas en fait, moi c'est le seul que je connais. ChatGPT qui est gratuit, donc pour GPT 3.5, et ensuite si on paye, donc c'est le module GPT plus, où on a justement accès à ChatGPT 4 ou GPT 4 avec justement toutes ces extensions, ces plugins. Et là l'exemple que tu citais, par exemple pour l'analyse de données ou nettoyer des données et ensuite en sortir un graphe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Tu le mets dans un Google Drive, tu lui envoies le lien public et ensuite, lui, il le lit et puis il te le sort ensuite et après, tu as simplement soit qu'à copier-coller, soit vraiment sortir le document, quoi. Tu peux le faire comme ça ou bien justement dans ton profil quand tu as la version payante. En l'occurrence, tu peux activer le code interpréteur. Ah, ouais. Et en l'occurrence, là-dessus, tu as un petit plus. Tu presses le petit plus, tu uploades un ou plusieurs fichiers. Et après, c'est parti. Ça analyse. Okay. Après, donc, pas besoin de passer par un autre. Pas besoin de passer par un autre. Après, tu peux passer par un autre. Tu peux, comme je l'ai dit, tu peux amener aussi de l'intelligence en début d'intervention. Je l'ai dit, globalement, on peut aussi piloter l'API avec des outils de no-code comme Make, Zapier ou d'autres finalement, où on va pouvoir amener, je vais chercher un email, je vais chercher un document sur Google Drive ou sur Dropbox, je vais faire certains traitements, j'envoie une partie à OpenAI pour faire du traitement, j'extrais des données, je fais une copie, je réécris à un endroit, etc. Donc on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses sur du contexte, gestion de stock, réponse contextualisée à un élément précis, etc., etc. Donc génération d'articles automatisés, et toutes ces choses-là sont tout à fait aussi possibles. Après, OpenAI a d'autres outils que ChatGPT. ChatGPT, finalement, c'est la version et le système utilisateur où on va pouvoir poser des questions, finalement, un chat. Mais il y a également une solution qui permet de générer de l'image, DALL-E, et une solution... je ne savais pas que DALL-E c'était d'OpenAI. Et il y a une solution de transcription, c'est-à-dire finalement,
on y envoie du vocal, il va pouvoir le passer en texte, faire du résumé et repasser en vocal, faire de la traduction anglais, français, etc. Ça s'appelle comment? Whisper. Ok, ok. Ok, ouais, bah, tu vois, Whisper. évidemment, je connaissais Dali, comme tu as dit, qui est ce créateur d'images assez fou, hein, avec, il y a Dali et Midjourney qui sont... Ouais, qui sont Midjourney est meilleur, à mon sens, ouais. meilleur. Par contre, est payant, Ouais, et pas tout à fait. Dali. Ben, Ou en tout cas, il y a une version gratuite. on peut faire quelques images Ouais, gratuitement, mais ok. après, il faut payer si on veut Ok, l'utiliser de ok. manière plus large. Après, il y a Bah, aussi... Midjourney est plus Ouais, créatif, hein, tout à fait. Puis Leonardo est plus... Il y a aussi Leonardo qui est plus... qui ressemble plus à Midjourney. On aura bientôt Picasso aussi. Ouais, peut-être. Et donc, moi, je voulais juste prendre quelques points. Tu sais, il y a ce mois, donc au mois de septembre, il y a PME Magazine qui a publié, ben, comme chaque mois. Là, c'était le premier depuis la pause estivale. Il faut une pause, je crois, en août. Oui. Et justement, le dossier de ce mois, c'est l'IA. Donc, bah, je l'ai reçu avant et puis j'ai pu le lire avant qu'on se voit aujourd'hui. Et donc, je voulais juste citer quelques points pour après qu'on puisse en parler. Euh, pour eux, en termes de productivité, et on a cité quasiment tous, hein, mais eux, ils en ont 10. Donc grâce à l'IA, je ne sais pas s'ils parlent principalement de ChatGPT, mais disons grâce à ChatGPT, ils ont trouvé 10 points où on pourrait augmenter notre productivité. Il y a la partie, donc le premier point, c'est rédiger et répondre aux mails, hein, tu l'as cité, résumer un document, tu l'as aussi cité, analyser un document et le critiquer, tu l'as dit aussi, concevoir une newsletter, ben là on entre dans le marketing, rédiger une offre d'emploi, RH, brainstormer, aider à la programmation, inventer un logo, créer un slogan, et le 10e point, c'est préparer des documents de présentation. Est-ce que toi, tu as un ou des conseils pour quelqu'un qui aimerait justement augmenter sa productivité grâce à ChatGPT? Ben, le conseil, finalement, c'est de faire les choses dans le bon ordre. C'est pas juste utiliser ChatGPT et lui dire ben, écris-moi un email ou fais-moi un résumé de ce texte-là. Il va falloir se documenter un peu sur la manière d'utiliser les choses. Donc il y a un certain nombre de règles, mais je dirais que les règles de base, faut lui donner du contexte, dire comment on souhaite qu'il agisse. Est-ce qu'il va agir comme un spécialiste en rédaction de documents? Est-ce qu'il va agir comme un philosophe français? Est-ce qu'il va agir comme un ingénieur, etc. Donc on va lui donner un rôle, on va lui donner du contexte en lui disant finalement tu es dans un contexte, par exemple, agis comme un commercial, pour être relativement simple. Il faut être un peu plus loquace que ça, mais agis comme un commercial. Tu es dans la région suisse romande, tu vends en B2B par exemple, puis après on va lui dire ton rôle, ta tâche est de rédiger un email pour proposer nos services de conseil j'en sais rien, en transition énergétique. On propose ce type de service, on lui met un peu d'éléments. Écrit de manière formelle, professionnelle, sur des éléments de manière fluide, etc. Donc on va lui mettre ce genre de choses. Utilise pas d'emoji, utilise pas de liste et de bullet point, ou utilisant pour expliciter 3 avantages de notre offre, etc., etc. Puis globalement, on lui donne, puis finalement, il va produire les choses. Donc tout ça pour dire que la règle, c'est de faire les choses de manière correcte et pas juste lui balancer fais-moi ça, parce qu'il le fera, mais il ne le fera pas bien. Et on sera forcément déçu. Et aujourd'hui, peut-être un des conseils, si on veut pas acheter une formation, que ce soit sur Internet ou autre, on peut aller sur YouTube, taper ChatGPT, faire le meilleur prompt, puis on aura une ou l'autre réponse, ça nous donnera des indices. On peut aller sur Google, taper trouve-moi des exemples de prompts pour écrire des mails, pour résumer des textes, pour
pour faire une newsletter, etc. Puis on trouvera des bouts de prompt qu'on pourra copier-coller où on devra remplacer le service, le produit, puis on arrivera à avancer comme ceci, puis s'auto-former. Ou bien l'autre élément, c'est de trouver une formation, que ce soit sur Internet ou une formation en présentiel. Il y a de tout. En l'occurrence, sur votre site Innovatim, c'est comment innovatim.ch. .ch. Là, il y a ces 3 guides. Hein. Il y a un guide où tu as, je crois, 8 prompts ou 10, quelque chose comme ça, qui sont bien. Moi, je les ai trouvés bien. Et là, toi, tu as parlé du rôle, du contexte, de la tâche et du ton. Tu as cité le ton? Ouais, j'ai cité. Ouais. En disant professionnel ou voilà, autre, mais je n'ai pas cité le ton en tant que tel, mais j'ai donné une information par rapport à ça. Et je voulais juste, pour compléter, mais finalement, tu as tout dit, mais j'ai quand même pris une capture d'écran de justement ce bout-là, cette partie-là, donc, ce qui est un bon prompt pour donner aussi quelque chose de concret, mais je crois que c'était assez concret ce que tu as dit, mais là, typiquement, vous aviez mis, afin de construire des bons prompts sur ChatGPT, vous trouverez une manière de structurer vos demandes afin d'avoir les meilleures réponses. Avec cette méthode, vous pourrez ainsi aller au-delà des limites. Cette méthode se base sur 4 éléments pour construire les prompts: le contexte, le rôle, la tâche, le ton. Vous trouverez un exemple sur la manière de construire vos propres prompts. Donc après, vous avez mis comment construire, et là, tu as agi comme un spécialiste de la rédaction de posts sur LinkedIn. Donc là, en l'occurrence, on veut poster, on veut que ChatGPT nous aide à créer du contenu sur LinkedIn. Tu réponds aux besoins des entreprises qui souhaitent intégrer l'intelligence artificielle afin d'automatiser les tâches. Ta tâche est de donner les meilleurs conseils pour augmenter la productivité dans les PME en Suisse romande. Tu rédiges de manière inspirante et professionnelle. Et après, il y a une petite question: as-tu bien compris? Donc effectivement, je pense que c'est important juste pour que les gens comprennent. Tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, mais on ne va pas juste dire ou demander à ChatGPT. Donc là, si je voulais justement prendre un mauvais prompt, concrètement, tout ce que je viens de dire là, je demanderais juste donne-moi les meilleurs conseils pour augmenter la productivité dans les entreprises. Voilà. Et puis là, lui, il se dirait, peut-être aux États-Unis, en Arabie Saoudite, il n'en sait rien, il va te donner un truc et toi, tu vas être déçu et donc tu vas dire, ChatGPT, on me l'a vendu, mais... En plus de ça, le prompt que tu cites, il y a 4 éléments. Il y a un autre guide qui est sur la rédaction des meilleurs prompts, sauf erreur. C'est les 8, je crois. Ouais, là, il y a 8 critères, donc on va un petit peu plus loin, on peut encore aller plus loin. Mais typiquement, ce que tu cites pour un post LinkedIn, certes, il donnera un post LinkedIn, mais il ne sera pas optimisé, ce post LinkedIn. En l'occurrence, derrière, on va pouvoir lui mettre du template. Il faudrait lui dire est-ce qu'on veut que ce soit du copywriting ou qu'il y ait un autre format de rédaction. Est-ce qu'on veut qu'il y ait les 3 premières lignes et un arrêt sur les 3 premières lignes, c'est-à-dire une introduction irrésistible qui va obliger à lire la suite, etc. Donc on va lui donner un certain nombre d'éléments pour qu'il puisse rédiger finalement quelque chose qui plaît aux personnes, qui vont permettre de cliquer sur les 3 petits points pour lire la suite sur LinkedIn, puis finalement qui vont guider jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion spectaculaire d'une écriture sur LinkedIn. Donc il y a un certain nombre d'éléments, par exemple, pour écrire sur LinkedIn des posts qu'on peut utiliser. Les longueurs des posts, il faut lui préciser la longueur, combien on veut de mots, combien on veut de caractères, etc. Donc on va lui préciser toutes ces différentes choses pour qu'il puisse faire finalement le meilleur article possible sur LinkedIn, qui va être apprécié de l'algorithme, c'est-à-dire qu'il va être présenté suffisamment de fois aux bonnes personnes pour pas avoir 200 vues, mais qu'il en ait, j'en sais rien, 5 000, 10 000, 15 000, 25 000. Et finalement, au-delà des vues, que le contenu soit intéressant, parce que finalement, on produit quand même de l'information intéressante, donc on ne fait pas juste du contenu pour avoir des vues. Puis finalement, on va essayer de créer de l'interaction, donc il faut aussi lui dire, on veut qu'il y ait un call to action. Quel est le call to action qu'on veut, une demande de précision, une réaction sur le sujet d'actualité qu'on traite, etc. Puis finalement, également,
on va vouloir avoir des likes. Donc, il faut amener un certain nombre d'éléments encore complémentaires à cette construction de prompt qui est déjà pas mal, mais on peut encore aller beaucoup plus loin pour avoir une réponse encore meilleure de ChatGPT pour avoir une publication LinkedIn parfaite. Puis après, bien sûr, on peut aussi lui avoir un prompt qui permet de contrôler la qualité de ce qui a été produit par ChatGPT, puis finalement qui va donner une note de 1 à 20 sur notre publication, puis qui va dire ta publication, c'est-à-dire la publication que ChatGPT a fait, elle vaut 18, je suggère ce type d'amélioration, est-ce que tu veux que je t'apporte ces améliorations? Il les apporte, on itère 2-3 fois, puis après on a quelque chose de qualitatif qui est prêt à être publié sur LinkedIn. Et la même chose pour un blog, la même chose pour une lettre, la même chose pour... Là, on a appris le sujet parce que tu as cité LinkedIn, mais c'est infini derrière. C'est vrai pour tous les autres réseaux sociaux, exactement. Ça, c'est quelque chose que je voulais ajouter. Juste pour le vocabulaire call to action, donc appel à l'action. Je pense que c'est important ce que donc tout ce complément que tu as ajouté, aussi que les gens sachent qu'il faut, j'allais dire qu'on peut, mais il faut, c'est presque un devoir si justement on veut avoir de la qualité. En fait, ChatGPT, donc vraiment communiquer avec lui. Il t'envoie quelque chose et tu réponds et tu vas jusqu'au bout. J'ai même entendu, j'ai testé une fois, mais maintenant je sais plus trop pourquoi, mais je suis pas allé au bout. De créer un prompt où tu vas lui demander qu'il te pose des questions pour qu'il agisse comme s'il était toi en fait. Enfin, la forme d'écrire, il va te poser des questions et te demander ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment, etc. Comment tu écris. Il va te demander par exemple que tu lui envoies, si tu as des blogs, si tu as un blog et des articles, de lui envoyer pour que lui puisse analyser ça et ensuite il va te poser des questions et ensuite après ChatGPT deviendra Frédéric ou deviendra Brian ou Sébastien qui est derrière les caméras. Et ça c'est assez fou quoi. Ouais, c'est aussi effectivement une autre approche quand on fait du prompt. On peut effectivement passer sur le fait de dire maintenant pose-moi des questions, je veux faire ça, pose-moi des questions, je veux que tu contextualises selon ma personne, pose-moi des questions, etc., etc. Puis finalement il posera des questions, il récupérera les informations, puis après il rédigera, il générera ce qu'il doit générer en fonction du contexte et des questions et du dialogue qui a été mis en œuvre. C'est une des manières d'avoir aussi de la qualité, c'est de pouvoir dialoguer avec le système. Typiquement, si on veut générer un rapport sur un sujet qu'on doit traiter, qui fait 15-20 pages, on ne va pas lui dire juste « génère-moi le rapport le plus long possible sur ce sujet-là, débrouille-toi ». Globalement, on va travailler déjà sur le titre, travailler sur la table des matières. On va lui dire maintenant on reprend sujet par sujet, apporte cette expertise-là, ce regard-là sur cette introduction qui traite de ce sujet-là, sur ce point-là qui traite de ce sujet-là, etc. Puis là on aura vraiment des éléments qualitatifs et on n'aura pas un rapport qui est très générique. Très bien Frédéric, si ça te va, je te propose qu'on passe à la partie 2. Oui, volontiers. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le vendredi dans 2 semaines pour la partie 2. Ciao ciao.